Mais quand je pense qu'il y a des gens qui ont arrêté de lire Fairy Tail, quand Natsu a one shot le dernier dieu du Akuma machin là, ils ont arrêté de suivre le manga. Mais bordel, ces gens-là maintenant quand je les vois, moi, je rigole bien d'eux quoi. Non mais ce chapitre et là où Mashima arrive à faire quand même du bon boulot. Comment ne voulez-vous pas aimer ce chapitre? Il y a tout ce qu'il faut. On progresse dans l'histoire. On apprend des nouveaux trucs. On voit les nouveaux enjeux. On voit les équipes se former. Donc, on est encore en train de préparer les équipes, mais l'histoire progresse. On apprend beaucoup de choses. Alors ici, ce chapitre est tout à fait centré donc sur les dieux Digigal ou Digival. On va les appeler les dieux Digival. Hein, les dieux Digival. Et donc, ces dieux, on a maintenant la quasi-totalité des dieux Digival. Bon, on connaît les 4 dieux. Le problème, c'est que on ne connaît pas les autres mages saints, donc ceux qui ne sont pas des dieux Digival. Parce que les dieux Digival, c'est les 4 premiers des 10 mages sacrés, mais donc on les connaît pas tous. Est-ce que c'est au final si important que ça? Je pense qu'au final, bah non, parce que c'est vrai que les mages saints sont très forts, hein, y a pas de souci. Mais le truc, c'est que dans un sens, même si c'était très fort, à ce point-ci, si par exemple Laxus est aussi fort qu'un Jura il y a quelques années, il y a un an, je veux dire maintenant, je pense que Natsu a légèrement le niveau peut-être au-dessus du numéro 10, 9, 8. Et encore une fois, ce chapitre montre une petite incohérence parce que Warhol Siken parlait d'avant que les mages sacrés n'étaient pas forcément les mages les plus puissants. Hein, c'était des mages choisis par le conseil magique et tout, mais que c'était pas les plus puissants, et que Warhol Siken par exemple pourrait être vaincu par un jeune ou comme ça, et parce que Warhol Siken n'a pas de magie de combat. Mais c'est quoi cette couille? Ici, on dit clairement qu'il est question du plus fort des mages, le plus fort des mages quand il est question donc du plus fort des dieux, enfin du numéro 1 des dieux Gigal. Sinon, il n'y aurait pas de classement, ça sert à rien. Mais non, donc ici, encore une fois, Mashima s'embrouille, mais je pense que ce qu'il veut dire par là, c'est que World Seeker a beau être le numéro 4, il n'en reste pas moins un vieux. Un vieux. Il y a une magie abusée qui a l'air super impressionnante, mais ça reste un vieux. Donc j'imagine que dans un combat singulier à main nue, évidemment qu'il est très faible. Je crois que c'est ça qui veut dire que physiquement, il n'arriverait pas à la cheville d'un jeune. Mais qu'au niveau peut-être magie, il peut évidemment faire des trucs bien plus impressionnants. Bon. Donc ce chapitre-ci, on continue donc avec Makarov, donc qui est prisonnier alors du, euh, du royaume du royaume de l'Ouest, on va dire. Et donc du coup, bah moi ce que j'ai pensé directement, c'est bah il faut prévenir toutes les guildes, il faut se préparer l'armée, et ça. Mais c'est vrai que les guildes du continent, c'est pas forcément une armée, ça reste des mages. Et je veux dire, la véritable armée, c'est le conseil magique qui a donc ces hommes de main, tout ça. Mais bon, comme on l'a vu lors de l'invasion dragon, le roi a demandé de l'aide aux guildes. Il n'a pas ordonné aux guildes de leur faire un truc. Je veux dire, bon, évidemment, ça se ferait pas que le roi fasse ça, mais quand même, je veux dire, il aurait pu techniquement leur demander. Donc, comme quoi, les guildes de mages ne sont pas soumises carrément à une loi, que genre vous êtes des soldats et trucs comme ça. Non, ça n'a rien à voir. C'est comme si on disait, enfin, c'est comme si on demandait à tous les travailleurs ou n'importe qui de bosser pour eux alors qu'ils sont pas dans l'armée. Il y a une armée pour ça et on peut y entrer, mais les autres qui bossent à côté et qui sont certainement très forts, bah, on va pas les exiger. On va pas exiger d'eux qui combattent pour le royaume. Bon, c'est un petit point, c'est important quand même de le préciser parce que voilà. Donc du coup, bah, personne ne va prévenir les autres guildes pour l'instant. Erza donc en tant que nouveau maître donc a un choix, c'est-à-dire soit essayer d'aller donc sauver Makarov ou alors se focus un peu sur la reconstruction de la guilde. Hein, et le souhait de Makarov c'était évidemment que la guilde se remette sur pied et que d'ici le moment où le conseil magique, enfin le royaume en gros, le continent de l'Est en tout cas se prépare et soit prêt à l'invasion, bah, avant que ça, que tout soit prêt, quoi. Je veux dire, avant que l'armée du continent de l'Ouest arrive à l'Est, bah, qu'à ce moment-là, tout soit prêt. Et donc, du coup, étant Erza, choisit donc au final d'aller sauver Makarov et en même temps aussi reconstruire la guilde. C'est-à-dire qu'en gros, évidemment, je savais que ça allait arriver, qu'en gros, ils vont y aller par une petite équipe, donc ça veut dire Natsu, Lucie, Erza, Grey, Wendy, et aussi Doranbalt, ou Mest. Bon, je vais quand même l'appeler Doranbalt, Mest, vous comprenez quoi, mais je vais quand même l'appeler Doranbalt. Bon. Bref, du coup, Doranbalt ou Mest, donc du coup, on se dirigeait dans un petit groupe dans le continent de l'Ouest. Est-ce que l'intégration de Mest ou de Doranbalt signifie une intégration future définitive dans l'équipe? C'est-à-dire de la même manière que, par exemple, Wendy, elle, s'est incrustée dans le groupe et au final, elle est restée. Peut-être, peut-être pas. Ça dépend, je pense, surtout des retours que vont avoir les fans, parce que je pense que comme les gens ont aimé Wendy, bah, ils vont le laisser dans l'équipe, Hein. Alors que Mest, en gros, il représente pas, il apporte pas vraiment grand chose de l'équipe. On a déjà le beau gosse que toutes les nanas aiment, soit les fangirls qu'aiment, c'est Grey. On a déjà le héros bien badass et cool, on a Natsu. On a bien la meuf toute bonne et gentille qui est Lucie. On a la meuf qui est encore plus bonne et tout aussi badass et qui mélange un peu les caractères stylés de tous les persos, Erza. Hein. Donc, et on a maintenant la fan de Loli, enfin la fan de Loli, pardon, la Loli, on va dire, de la bande et du coup, ça plaît même aux vieux pervers. Donc du coup, je pense on touche un peu tous les trucs. Donc je vois pas ce que Mest pourra apporter au niveau des fans, parce que ce que pourraient aimer les fans chez Mest, ils pourraient aussi aimer de chez Grey, je pense, hein, parce qu'il apporte rien de nouveau pour l'instant. Donc on verra par la suite, mais je garde mes réserves là-dessus.
Donc ils vont dans une petite team, et encore une fois l'auteur d'ailleurs ne veut pas développer les autres personnages secondaires parce qu'il en a à l'appel des persos dans sa guilde, mais il veut pas les développer. Donc du coup, voilà, il focus donc sur les autres membres, les membres qu'on connaît déjà et qui ont déjà eu 3000 aventures, voilà, et qu'on va encore mettre en avant. Heureusement, c'est ce que je m'étais dit au début, parce qu'après j'ai vu les pages et on voit qu'au final Gagil avec ses oreilles de Dragon Slayer a entendu la discussion et s'est donc dit le salamander il va aller là-bas et ben moi aussi je vais y aller. Bon voilà, avec une réplique à la Vegeta, tu participes au tournoi Sangoku, je participe aussi. Bon ici Gagil, tu pars à l'aventure, ah ben je vais à l'aventure. Donc ils vont le suivre et du coup, il demande à ce que l'équipe B donc du tournoi magique se reforme. Donc avec Mistogan qui est plus là mais qui était déjà là, qui n'est pas non plus là, donc on s'en fout, avec Mira, Kana et aussi Jubia. Donc ça fait 4 membres je crois, bon si on compte pas évidemment Jalal, mais il en manque un qui est donc Laxus, qui est d'ailleurs n'est pas venu donc à la réunion du retour, enfin le fait que Fairy Tail se remette ensemble, il n'était pas là quoi. Donc moi ça m'avait surpris au départ, mais maintenant que je vois que Makarov était prisonnier à l'ouest, je me suis dit qu'au final peut-être Luxus était déjà au courant et peut-être est déjà sur place. Mais vu ce que Gagil dit comme quoi ils vont retrouver l'Axus, je pense que Gagil sait où se trouve l'Axus, donc il ne doit pas être loin, parce que s'il savait qu'il était aussi loin, je pense qu'il aurait quitté, il aurait fait un lien, il l'aurait peut-être dit. Mais en tout cas, ils vont aller chercher l'Axus et donc reformer la team. Et par la suite, qu'est-ce qu'on voit? On voit donc Lévi qui se dirige vers le conseil magique et va à la rencontre de Jura et pour régler un peu la paperasse de la guilde maintenant qu'ils ont recréé les guildes et qu'ils ont de nouveau choisi un nouveau maître. Et maintenant la Fairy Tail est, j'imagine à ce moment-là, officiellement rétablie. Et le truc très intéressant, c'est que c'est que Lévi, qui d'ailleurs est minuscule comparé à Jura, mais Lévi malheureusement arrive au mauvais moment, puisqu'à ce moment-là arrivent les 3 autres du Gigal pour notre plus grand bonheur. Alors arrive le premier dont le nom je vais pas essayer de le prononcer parce qu'on sait jamais vu la traduction japonaise, ça change un peu, c'est comme dans Bleach, Ivar qui joue à Bak, et ainsi de suite. Bon bref, donc on va dire que le numéro donc 3 des dieux Gigal, donc le 4 étant World Seeken, le 3 étant ce petit vieux dont je ne connais, qui avait l'air inoffensif au début, mais visiblement étant un peu agacé par World Seeken par une suite, une petite remarque, une blague vaseuse débile. Se retrouve à se transformer de la même manière que Elfman. Donc j'imagine que sa magie se rapproche d'un takeover ou d'un truc dans le genre, mais un takeover monstrueux et super bien maîtrisé. Donc allez savoir, ou alors c'est, je sais pas, une multiplication, enfin une démultiplication de la force. Allez savoir, je vois pas trop ce que pourrait être sa magie. Pour l'instant, on va peut-être dans la piste d'un takeover, on verra bien. Le numéro 2, alors lui, il est plus ou moins intéressant puisque celui-ci est une sorte de vampire, je crois. Il a des oreilles de vampire, il a une cape de vampire, il a une allure de vampire et il boit le vin comme un vampire. Non, je sais même pas ce qu'il boit en fait. Mais en tout cas, il ressemble à un vampire. Bon, alors est-ce que sa magie serait, on va dire, liée peut-être au sang, le manipuler le sang, chauffer le sang, bouillir le sang, hein, y a plein, je veux dire, des pouvoirs qui contrôlent le sang. Je veux dire, dans les mangas, on n'en a pas souvent vu. La dernière fois, je crois qu'il y avait un personnage comme ça, c'était dans le manga Hungry Joker, qui a été annulé d'ailleurs. Mais Hungry Joker, c'était une nana qui avait ce pouvoir-là, mais je vois pas, bon, comme ça, je vois pas quel genre d'utilité ça pourrait avoir, mais un pouvoir qui maîtrise le sang, ça pourrait être stylé quand même. Enfin, voilà. Mais bon, en dehors de ça, je vois pas. Ou alors une magie vampirique où peut-être il draine et il aspire la puissance de l'autre avec ses dents, que sais-je. Non, franchement, il n'y a pas des dents de vampire. Mais je sais pas, je vois plus ou moins. Je donne des indices, hein, mais je vois pas trop ce qu'il fait. Ou alors il se transforme en chauve-souris. Dans le truc, il se dit non, ça sert à rien du tout. Et enfin, on se demande alors où est le numéro un. Et à ce moment-là, on apprend qu'apparemment, le numéro un, donc God Serena, et quand je dis God, en fait, il n'est pas forcément question de goddess, parce que Serena, ça fait un nom de fille, effectivement, mais on découvre qu'apparemment, le premier membre, le numéro un du Jigal, et donc le plus puissant mage du continent de l'Est, serait apparemment bon, en fait, un type qu'on n'a apparemment pas vu, mais qui serait donc un traître et qui allait rejoindre donc le continent de l'Ouest en allant rejoindre donc les 12 boucliers qui protègent l'empereur. Non, en gros, comprenez par là que l'empereur donc de l'Ouest a une garde personnelle composée de 12 membres, et le 12e n'est autre que le premier dieu d'Ichigan, donc Serena. Et on voit à la dernière page, on voit le visage de ce type. Et certains vont dire, attends, c'est une fille ou un garçon? Non, c'est un homme pour moi. Ou alors l'auteur est un malin et c'est en fait une fille qui ressemble à un mec. Mais pour moi, c'est un homme. Ce mec ressemble à Yuri Dreya. Si vous ne suivez pas Fairy Tail Zero, vous ne voyez pas de qui je parle. Et vous êtes con, parce que ça veut dire que vous n'avez pas lu Fairy Tail Zero, mais qu'est-ce que vous attendez? Allez-y. Donc, ce personnage-là ressemble à Yuri Dreya. Et là, il y a plein de possibilités. Ouf, ouah, il y a plein de possibilités. Mais je vais en énumérer que quelques-unes. Premièrement, ce type n'est pas Yuri Dreya. Bon, c'est vrai, il est tout jeune, voilà, alors que Warod Seeken et Purito, ils ont bien vieilli. Hein, et alors que Warod Seeken, il a vieilli, mais en plus, il fusionne dans un arbre, j'imagine que c'est peut-être sa façon à lui de compenser sa vieillesse, ou je sais pas. En tout cas, Yuri, lui, il n'a pas vieilli. Si c'est Yuri, il est resté jeune. D'un côté, ce serait un peu bizarre, mais bon, si c'est pas Yuri, qui sait? Parce qu'il ressemble beaucoup à Yuri. Je veux dire, ce serait un peu dégueulasse d'auteur de nous faire un personnage qui ressemble carrément à Yuri. Hein, parce que beaucoup de gens se disaient, ah bah attends, on va avec Purito, on voit ce qui est devenu, c'est un super mage, Warlord Seeker, c'est carrément devenu numéro 4 des mages sacrés. Yuri alors, un peu le petit chef de la bande, qu'est-ce qu'il est devenu? Et donc le voir en numéro 1 du Gigal, moi ça m'étonnerait même pas. Mais ici on n'est pas sûr. Voilà. C'est juste la question de l'âge qui pour moi
me dérange un peu. Cependant, j'ai une théorie rapide, express, faite pour justifier le fait que Yuri soit très jeune. Et c'est très simple. Enfin, si c'est Yuri. C'est très simple. Si vous avez lu Fairy Tail Zero, et là je vais spoil si vous n'avez pas lu Fairy Tail Zero, mais j'en ai rien à foutre parce que c'est important, et si vous n'avez pas lu, c'est votre faute, donc avancez un peu la vidéo, rien à foutre. Donc du coup, ce que je disais, c'est que quand Mavis dans Fairy Tail Zero utilisait le Fairy Law incomplet, enfin le lot incomplet, elle a eu comme effet secondaire de ne plus pouvoir grandir et de vieillir. Et là, vous avez compris, et ben, je pense que comme le sort à la base devait être jeté sur Yuri, devait toucher Yuri avec comme cible Yuri pour purifier le truc, Yuri a eu le même effet secondaire. Et donc du coup, lui non plus ne vieillit plus. Lui non plus, donc n'a plus jamais vieilli. Voilà, c'est à mon avis ça. Le mec, il a donc gagné la jeunesse éternelle. Enfin, il était figé dans le temps, on va dire. C'est un peu jeunesse éternelle vu que le mec était jeune à ce moment-là. Donc, c'est-à-dire qu'il vit sa vie normalement, sauf qu'il ne pourra plus jamais vieillir. C'est pas un truc cool ça? Enfin bref. Donc du coup, ça pourrait justifier pourquoi Yuri ne serait donc pas actuellement un vieux. Voilà. C'est peut-être pour ça. Et donc du coup, si c'est vraiment Yuri, pourquoi va-t-il rejoindre l'ennemi? Bah oui, je comprends pas. Mais là, on peut se demander alors, oui, mais il faut savoir un truc, c'est que Yuri dans Fairy Tail Zero voulait protéger à tout prix à la fin, quand il a été sauvé par Mavis, il lui a dit, je vais te protéger jusqu'à la fin de ma vie, et ainsi de suite. Et on voit que le but de l'armée de l'Ouest était avant tout l'Humanistoire. Hein, et l'Humanistoire, c'était une arme apparemment. Et l'Humanistoire, c'est quoi? C'est aussi une petite fille à poil, et cette autre fille n'est autre que Mavis. Donc ça veut dire que Yuri rejoint une armée qui veut récupérer le corps de Mavis. Ce serait pas une certaine logique, ça pourrait même faire l'histoire d'un pitch je sais pas, des héros carrément qui veulent sauver leur pote. Donc peut-être que Yuri, qui justement, je sais pas, était, enfin, veut retrouver l'Humanistoire et par exemple n'a pas du tout été d'accord, par exemple, hein, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que Yuri n'est pas devenu le deuxième maître de Fairy Tail, mais peut-être que à un moment donné, dans l'Humanistoire, dans Fairy Tail Zero, on apprendra que Mavis devait, je sais pas, être congelé et isolé dans ce cristal pour une raison ou une autre, je ne sais pas laquelle, et donc du coup Yuri par exemple serait tout à fait contre cela parce que ça la tuerait ou la figerait, enfin je sais pas, ça, voilà, c'est pas cool quoi. Donc il serait tout à fait en désaccord avec Pureito et Warrod, et donc du coup se sépare du groupe. Ne devient pas méchant, mais se sépare du groupe. Hein, et à ce moment-là, Warrod-Seeker et Pureito auraient caché l'Humanistoire je ne sais où, et justement c'est pour ça que Mavis donc désignait avant ça Pureito comme étant le nouveau maître, le second maître de Fairy Tail. Parce que justement, elle ne peut pas confier ça à, à, à Yuri qui lui n'est pas du tout d'accord, veut la libérer et donc causerait un problème ou un danger, enfin quelque chose qu'on ne connaît pas encore qui a poussé à Mavis à se retrouver prisonnier dans ce cristal. Et donc ça tiendrait, je pense que vous n'êtes pas con, vous comprenez plus ou moins le lien que je veux dire, donc ça veut dire que peut-être que justement Yuri se retrouve dans ce continent de l'Ouest pour justement libérer Mavis. Et là entre en scène Ivan qui normalement aurait été mis au courant de l'existence de l'Humanistoire par Puritos soi-disant, mais et si justement c'était pas Purito mais Yuri qui connaît l'existence donc de l'Humanistoire et donc connaît le danger que ça peut avoir et en a parlé à son fils. Et lui donne une autre mission, c'est de récupérer l'Humanistoire et de sauver Mavis d'une manière ou d'une autre. C'est peut-être pour ça. Et alors Ivan ne serait pas un méchant, mais un gars qui veut juste peut-être sauver le monde. Enfin, je sais pas quel danger pourrait représenter l'Humanistoire parce qu'apparemment c'est les ténèbres et en même temps la lumière. Donc je pense que là vous comprenez plus ou moins qu'on est là en train de toucher un gros morceau du scénario qui peut être super intéressant si c'est bien fait. Et je vous jure, si Mashima il nous fait un coup genre Yuri n'est pas un vrai méchant, mais juste un gentil, et genre les gentils en fait ils sont cons parce qu'en fait l'Humanistoire est un super grand danger et eux-mêmes vont se rendre compte du problème, et qu'en fait Ivan, retournement de situation, n'est pas vraiment méchant du tout, mais veut juste récupérer l'Humanistoire et peut-être sauver les gens. Vous imaginez ce retournement de situation de fou? Mais évidemment on est dans Fairy Tail, donc logiquement Yuri, évidemment, si Yuri a rejoint l'ennemi, c'est certainement pas parce qu'il est méchant, mais parce qu'il veut faire agent double. Voilà, ça c'est l'autre solution tout à fait débile, que je trouverais vraiment chiant et limite prévisible, mais prévisible, un peu à la Grey limite. Mais non, enfin Grey encore c'était imprévisible parce que c'était con. mais ici là c'est prévisible, mais si c'était ça, ce serait prévisible. J'aimerais trop un Yuri qui en fait est vraiment genre aller vers l'ennemi parce que justement il peut pas supporter ça. Et donc là c'était une occasion donc de récupérer l'Humanistoire. Bon, c'est une théorie. Maintenant, il y aurait quelques questions. Je sais pourquoi est-ce que Yuri n'a pas été actif et enfin, je sais pas, je vois pas Yuri faire ce genre de choses. Enfin, ça collerait peut-être pas au personnage. Enfin, on le connaît pas, on le découvre encore de tout pour l'instant. Ça fait même pas 10 chapitres qu'on le voit dans Fairy Tail Zero. Mais c'est pas plutôt son genre de faire ça. Enfin, allez savoir ce qui s'est passé parce que au final, on ne sait toujours pas pourquoi, par exemple, Purito a lui été désigné maître de la guilde et pourquoi Warlord Seeker n'est pas resté à la guilde de Fairy Tail. On voit qu'il avait la marque, donc il l'était. Mais bon, ça c'est à l'époque où Mavis était encore premier maître de Fairy Tail. Mais pourquoi est-ce qu'il a quitté la guilde, pourquoi il n'est pas resté, et ainsi de suite. Je veux dire, tellement de questions qui donc auront leur réponse dans Fairy Tail Zero, j'imagine. Et c'est pour ça que ça me donne de plus en plus envie de regarder Fairy Tail Zero, même si ça sort tous les chapitres, un chapitre par mois et je trouve ça chiant, dégueulasse. Non, j'ai con, c'est pas mal. Parce que justement, c'est marrant, mais à tous les 4 chapitres, justement, il y a un chapitre de Fairy Tail Zero, et à ce moment-là, on a une révélation. Et les chapitres de Fairy Tail classique continuent. Et là, on a des révélations qui entrent en lien justement avec la progression de Fairy Tail Zero. Donc Fairy Tail Zero progresse d'une telle manière que ces éléments qu'on vient d'apprendre sont super intéressants par la suite dans l'histoire principale, comme maintenant. Donc, je pense que vous avez plus ou moins compris là où je veux en venir. Maintenant, si c'est pas Yuri,
Si c'est pas Yuri. Alors, si c'est pas Yuri, je trouve ça dommage, déjà, parce qu'il faudrait savoir où il est, Yuri, alors. Et si c'est le cas, bah non, en fait, non, j'aimerais vraiment que ce soit Yuri. Parce que si c'est pas Yuri, c'est chiant, en plus de ça, enfin, juste pour le différencier, ils lui ont foutu une coupe bizarre. Je pense que l'auteur n'est pas aussi con, il aurait pu trouver une autre apparence pour ce type, quoi. Enfin, je suis désolé, mais il aurait pu trouver une autre apparence. Bon, donc du coup, quelles sont les autres choses à retenir? Bah, c'est que il est dit que les 12 boucliers de machin truc, enfin, qui protègent donc la garde de l'empereur, sont aussi forts justement que le plus puissant des dieux d'Ishgal. Rien que ça. Qu'il y a 12 types aussi forts que le plus puissant des mages du continent de l'Est. Si c'est pas super abusé, on monte en puissance, et ça c'est magnifique. Vous vous attendiez peut-être à ce que je dise, oh, c'est con, c'est bizarre. Bah non, je vous avais dit dans la vidéo précédente que le fait qu'on explore un nouveau continent offre des nouvelles possibilités et une bonne manière de pouvoir introduire des persos plus forts. Et Mashima en a tenu compte lui aussi, il a été intelligent. Le fait de visiter un autre continent justifie tout à fait qu'on rencontre des persos encore plus forts. C'est toujours plus fort que soi, c'est évident, vous connaissez bien ce dicton. Mais là, quand on visite ce nouveau continent, c'est tout. Peut-être chez eux, allez savoir comment ils ont évolué. Mais en tout cas, chez eux, ils ont des types super forts. Alors, ça me fait un peu rire parce que quand on sait qu'Aknologa cherchait des mecs super forts et que là, par exemple, on découvre 12 gars tout aussi forts, par exemple, que le plus puissant des Digital, je veux dire, pourquoi est-ce que le mec est pas allé directement là-bas, quoi. Enfin, je veux dire, le mec, il cherchait un combat, mais bon, Aknologa les a laissés tranquilles et apparemment, Aknologa recherchait quelqu'un qui pourrait combattre de toutes ses forces. Mais bon, allez savoir, là il a pas vraiment fait. Hein. Bon, du coup on oublie ça, mais on a à retenir donc un truc, c'est qu'on a 12 mecs aussi forts que le premier digital. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui va se passer? Bah il faudrait alors de même manière 12 types aussi forts qu'eux. Chez les gentils, qu'est-ce qu'on a? On a Natsu. Bon, j'ai pas peur pour lui, il peut combattre. Wendy éventuellement, elle a le Dragon Force, le potentiel, et peut-être un full Dragon Force, et alors peut-être un nouveau power-up, allez savoir. Donc, ok. Gagil, bah, il peut toujours débloquer Dragon Force, en plus son nouveau mode, c'est le dernier couillon qui a pas encore débloqué son Dragon Force. Luxus. Alors Luxus, comme on ne le voit pas, j'imagine qu'il va entrer en scène. Si c'est vraiment Yuri, c'est très intéressant parce que ce sera un arc d'ailleurs qui sera tout à fait centré sur les Dreyar, Makarov, Yuri, Luxus et Ivan. On aura toute la famille, on aura 4 générations qui sont tous là. C'est parfait, c'est magnifique. Et peut-être là, on va enchaîner avec Luxus, le nouveau maître de Fairy Tail après Erza, allez savoir. Bon, je sais pas. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui. Donc, on a donc Luxus. Gildart, bah oui, le mec il voyage tout le temps, donc s'il retrouve dans le continent de l'Ouest, ce serait pas non plus, ce serait un hasard un peu shonenesque, mais ce serait quand même intéressant de le revoir. Bon. Donc Gildart, allez donc Natsu, Gagil, Wendy, Laxus, Gildart. Ça fait déjà 5 types. Ok. Il nous reste donc 7 couillons à combler. On va utiliser Makarov, parce que Makarov, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu combattre, et il est temps de le revoir combattre, bordel de maître. Ça a été un maître de guild, et on l'a pas vu combattre depuis Phantom Lord. On l'a pas vu gagner un combat. Donc, que Makarov combatte, ce serait cool. Bon. Il nous reste donc 6 personnages. Là, on a aussi Jelal. Jelal, c'est un ancien mage sacré, et j'imagine que si le continent de l'Ouest veut baiser celui dans le continent de l'Est, forcément que le crime sorcière va aussi peut-être rentrer en jeu, allez savoir, avec le nom d'Horation 7. Voilà, donc, avec Jelal, il en reste que 5. Il nous reste donc 5 persos à buter. Qu'est-ce qu'on a parmi les plus forts des gentils? On a Jura. Jura, je pense pas qu'il soit assez charismatique pour que l'auteur puisse vouloir le mobiliser. Donc, je vais quand même en compter un. Il nous reste 4 types. Sachant qu'on a maintenant 2 nouveaux dieux digital qui ont été introduits. On a donc le numéro 2, le vampire, et le 3, le petit dieu. Sachant que aussi l'auteur, j'imagine que va trouver une occasion pour les faire combattre, histoire qu'on comprenne pourquoi ils sont forts, ça nous en donc occupe 2. Il nous reste donc 2 mecs à combattre encore. Dans l'éventualité que Warhol Seekon se décide à se bouger le cul, et ben alors ça, il n'en resterait qu'un seul. Et là, qui reste? Alors là, je vois pas, là, ça peut être n'importe qui, si c'est par exemple tous les autres membres de la guilde un peu accessoires, ou les autres guildes encore, peut-être Kagura, allez savoir, qui était super forte quand même, hein, parce que la meuf, elle a tenu tête, physiquement parlant, elle a tenu tête à une Erza. Bon, elle s'est fait quand même battre d'une manière assez dégueulasse, je trouve, parce que personnellement, je kiffe Kagura, hein, je kiffe beaucoup ce personnage, mais vraiment, hein, dans l'animé, moi je l'adore, dès qu'il apparaissait, j'étais là, j'étais là comme ça, quoi. Bon, bref, ça fait un. Donc, d'une manière ou d'une autre, je pense que l'auteur a déjà tous les personnages qu'il lui faut pour pouvoir combattre donc ces 12 boucliers. Mais j'imagine que Yuri combattra peut-être Natsu ou Laxus en même temps, double combat, allez savoir, il y a plein de possibilités. Donc là, je vois pas vraiment ce qui peut se passer. Mais donc, c'est un gros problème parce que c'est pas un gros problème, pardon, justement parce que les personnages continuent de devenir plus forts et c'est le bon truc à faire parce que là il est plus de temps à perdre. Fairy Tail va vers la fin de son histoire. Je pense plus qu'il y aura d'ellipse. Et donc du coup justement là où par exemple One Piece, je pense qu'il y aura encore une ellipse. Oui, croyez-le ou non, c'est ma théorie. Je vais pas l'expliquer. Je sais déjà, je le sens venir un milliard de kilomètres que One Piece par exemple aura encore une ellipse d'1 ou 2 ans, je sais pas. Mais Fairy Tail n'en aura plus. Il y en a déjà eu 2 déjà. Je veux dire non, c'est beaucoup trop. Déjà 2 c'est suffisant. Ça fait 3 parties différentes dans la troisième. Et le troisième en général dans le manga, une troisième partie c'est toujours la dernière. Donc du coup, les derniers adversaires seront Aknologa et SRF. Il faut que les personnages principaux se rapprochent de leur niveau de puissance. Et donc forcément qu'il faut bordel de merde, il faut trouver un moyen de les rendre plus forts. Et donc là on nous introduit des persos tout aussi forts que les mages sacrés. Et là bah, c'est parfait parce que là justement les plus forts vont survivre. Et là on aura enfin les combats qu'il nous faut. Putain, donc du coup je suis vraiment très très satisfait donc, de ce chapitre qui nous promet certainement un arc rempli d'émotions, de combats et surtout
de, de révélation. Le seul point négatif dans l'histoire, c'est qu'en fait, on nous introduit encore une bande de 12 types. Alors, je sais, je vous en ai déjà parlé, mais j'adore les associations de méchants, c'est-à-dire les Espada, par exemple dans Bleach, l'Akatsuki dans Naruto, et même dans One Piece, on avait les Shishibukai. C'est pas vraiment des méchants en soi, mais la plupart d'entre eux sont méchants. Donc, on va dire des méchants. Donc, les Shishibukai, c'est un exemple. J'adore ce genre de truc, parce que ça rend ces personnages super cool, super charismatiques, ça leur donne une aura supérieure aux autres, et en plus de ça, en général, la plupart d'entre eux sont tous super, ultra cool, badass de sa mère qui est la mort qui tue. Et ici, justement, dans Fairy Tail, qu'est-ce qu'on avait? On avait les mages sacrés, sous-exploités. On avait les Dragon Slayer, on les a tous vus, ça va, on est satisfait. Mais c'est pas des méchants. Et donc on n'a jamais eu cette bande de méchants qui restait du début à la fin. Le seul truc qu'on avait qui se rapprochait, c'était peut-être l'Alliance Baram, donc les trois guildes noires. Le problème, c'est qu'on les a déjà vus, et en soi, c'est pas des guildes, c'est des entités qui sont représentées par plusieurs personnages, donc ça fait beaucoup trop. Ça leur donne pas une aura un peu différente. Et là, maintenant, on a les 12 boucliers. Les 12 boucliers, là, ça va être un peu chiant aussi parce que voilà, il y en a 12. Qui fait beaucoup de combats. Sachant que Tartaros, pour éliminer les 9 membres du Kukimon, il a fallu plus une cinquantaine de chapitres. Non, ouais, une soixantaine de chapitres, je pense. Hein. Les jeux magiques, il a fallu 80 chapitres, je pense. Donc ce chapitre, cet arc-ci, avec tout un royaume à combattre, avec 12 boucliers, avec 730 guildes, machin truc, vous imaginez le nombre de pages que ça va prendre cet arc-ci. Et moi, justement, j'ai peur d'un truc, c'est que cet arc soit trop long. Là où Tartaros justement avait une bonne, on va dire, il y avait par exemple différentes parties subdivisées, tout ça c'était cool, c'était pas mal, et c'était pas brouillon quoi. Là où les grands jeux magiques par exemple c'est la grosse merde. Mais ici, comme je sens que ça va être un arc plutôt long, j'espère, parce que si ce truc, cette grande guerre avec les 730 guildes, machin truc, est bouclé en 50 chapitres, ce serait bof, parce qu'on on amène une guerre, donc forcément, si on parle de guerre, je veux voir une guerre. Excusez-moi, mais si on nous parle d'un continent qui va envahir un autre, je veux voir justement ce continent envahir l'autre. Et au final, je sais pas moi, allumer une histoire, être libéré et battre toutes les guildes et ainsi de suite. Un truc dans le genre, vous voyez, ce genre de retournement de situation finale qu'on a. Ça, je m'y attends mentalement, c'est pas un problème. Mais si on résume juste cette guerre par vaincre les 12 boucliers et ensuite l'empereur, voilà. Parce que encore une chose aussi, c'est que l'empereur, on se demande, est-ce qu'il est l'empereur qui est protégé par ces 12 types super forts et lui-même encore plus fort? Je pense que non, parce qu'un type comme ça, en général, n'est pas souvent protégé. Je veux dire, non, pardon, excusez-moi, c'est vrai que là, je dis une connerie parce que en général, le grand boss méchant, justement, il a plein de types qui sont censés le protéger. Mais en gros, ce que je veux dire par là, c'est que il est possible aussi que l'empereur ne soit pas du tout fort. Parce que regardez bien le roi du royaume de Fior. C'est un roi, et il n'est pas forcément plus fort que les gens qui gouvernent. C'est un couillon qui met une tête de citrouille. Non, donc je pense qu'il n'est pas forcément obligatoire que l'empereur lui-même soit tout aussi puissant, parce que là, encore plus puissant, parce que là, ce sera abusé. À moins que ce type ait un lien avec Technologia, End, ou je sais pas, ou, ou Zera, il fallait savoir. Donc cet arc-ci promet d'être génial et je pense que les derniers mystères donc, de Fairy Tail ils seront résolus avant la grande bataille finale. Je pense qu'après cet arc-ci, il nous restera peut-être un tout petit et non franchement si cet arc-ci n'est pas le dernier, c'est l'avant-dernier. Donc c'est obligé. Donc vraiment là on est vraiment dans la dernière ligne droite de Fairy Tail. Bon encore je dirais encore 100 pardon, je dirais encore 150 chapitres, on est à la fin quoi. Bref, sur ce les gens, on se revoit la semaine prochaine pour un chapitre de Fairy Tail qui j'espère sera tout aussi cool que les derniers qu'on a eu en termes de révélation. Dites-moi ce que vous pensez, est-ce que vous croyez que c'est Yuri Dreyar, est-ce que vous voyez Yvan, est-ce que vous voyez ma théorie sur le fait que justement Yuri serait en fait un gentil qui veut sauver justement Mévis de l'humaine histoire, un truc comme ça, et pour ça il retourne dans le continent. Parce que voilà, le mec il a été, je le sais, hein, enfin vous le savez maintenant, mais le mec a été un, membre des images sacrées, comme ça d'un coup, au moment où justement le royaume de l'Ouest va commencer à attaquer celui de l'Est, là il décide de changer de. Non, enfin je veux dire, c'est pas. Faut quand même pas déconner. Ou alors justement il travaille depuis le début pour le continent de l'Ouest, et il est resté allié avec l'Est juste pour emmagasiner des infos quoi. Donc voilà. Bon sur ce je vous laisse, je vous souhaite une agréable journée et à la prochaine.